d'amener des décorations, mais on peut peut-être compter sur vous pour nous envoyer quelques émoticônes typiquement Noël, typiquement fête. À vous de voir. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Bienvenue à Benjamin, à Claire, à Eberhard, à Fabienne et à tous les autres qui vont se connecter au fur et à mesure. Présentation des forces en présence. Hello, bonjour, bonjour, vous êtes les bienvenus. Une paire d'Eric pour le prix d'un, c'est l'offre de Noël spéciale. C'est le Black Wednesday, ça doit être quelque chose comme ça. Alors donc, nous avons aujourd'hui Éric Mesnier, c'est marqué dessus. Éric, ce que vous ne savez peut-être pas encore, c'est qu'il est un ex-membre du PGHM, et qu'il est l'auteur d'un livre dont on parlera tout à l'heure et qu'il est conférencier. À ses côtés, son agent, non pas agent double, mais agent de conférencier, c'est Éric Blot, qui est le créateur, l'animateur et le vecteur de la plateforme lesspeakers.com. Et nous sommes tous partis ensemble pour à peu près 45 minutes. La montagne, ça vous gagne, mais parfois, ça vous perd. Et quand vous êtes en perdition, c'est là qu'intervient le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne. Alors évidemment, c'est un corps d'élite surentraîné dont les missions sont le sauvetage. Ils sont experts en mission de sauvetage. Leur outil, c'est l'hélico. L'hélico et leur mission, c'est de vous ramener sain et sauf en évitant tous les dangers et en faisant en sorte que vous soyez entière ou entier. Des missions comme celle-là, Éric Mesnier, qui est notre invité, votre invité aujourd'hui, il en a fait plus de 600 en près de 20 ans de carrière. Il a même écrit un livre, Secours en montagne. Et aujourd'hui, Éric met cette expérience au service des entreprises. Il est pleinement dans son rôle de conférencier. Alors avec lui, nous allons parler aujourd'hui évidemment de management, de peur, de gestion de crise. Nous allons parler de transmission parce que c'est sa grande envie et nous allons parler évidemment de leadership. Vous allez pouvoir dans quelques instants commencer à pouvoir poser vos questions. Mais en guise d'introduction, deux petites questions très rapides avant de pouvoir prendre les vôtres tout à l'heure. Et on a déjà une indication puisque Hervé nous dit « Le PGHM a sauvé ma vie en 88, reconnaissance éternelle ». Merci. En 88, c'était peut-être pas Éric, mais bon, c'est une autre histoire. Éric, on parlera de tout ça tout à l'heure. Justement, aujourd'hui, vous avez toutes et tous une place dans l'hélico à côté d'Éric parce que cet hélico, c'est votre outil de travail. Éric, avant de monter dans l'hélico, d'abord, combien êtes-vous et que se passe-t-il Quelles sont les principales actions avant que vous puissiez monter dans cet hélico? Bonjour, merci Christian, merci Eric pour l'invitation et la mise à jour. Avant de monter dans l'hélicoptère, déjà quand on monte, on est 5 systématiquement. Il y a un pilote, un mécanicien, il y a un médecin et 2 secouristes. Et à partir de là, on va se répartir les rôles sur le terrain par rapport à la mission et l'objectif qu'on vient de recevoir, par rapport à l'appel au secours d'une personne ou de plusieurs personnes. Donc par contre, avant de monter, il y a beaucoup de travail. Il faut être prêt en tout lieu, tout temps. Il faut avoir regardé le matériel, il faut avoir pris la météo, il faut toujours savoir où c'est, la distance, parce que est-ce qu'on a assez de kérosène, est-ce qu'on est assez nombreux dans l'hélicoptère, où c'est qu'on va être projeté, dans quel environnement, est-ce qu'on a pris assez de matériel pour se protéger, pour protéger la victime. Il y a énormément de phases préparatoires avant de partir. On part très très vite, mais par contre, on se pose beaucoup de questions juste avant. Et depuis le matin à 8h jusqu'à l'alerte qui peut arriver à 9h, 10h, n'importe où de nuit, on a préparé le matériel, on a fait vraiment un travail de minutie pour pouvoir être opérationnel. Et quand on monte dans la machine, on n'a pas de doute. On est à fond sur la mission et on est à fond sur le traitement des informations qu'on vient de nous donner ensemble. Et on n'a pas besoin de se demander si on a pris l'appel, si on a pris la sonde, si on a pris le sac, si on a pris ça, si on a bien le médecin à bord. On est tous là parce qu'on part faire exactement le même boulot, sauver des vies. Entre le moment de l'alerte et le décollage de l'hélico, il se passe combien de temps? Alors, généralement, on monte en 30-40 secondes. Il y a même des fois où on est déjà en l'air sur une autre mission. Et s'il y a une mission beaucoup plus importante, on peut être détourné. Il y a des moments où on enchaîne, 10-12 secours, ça m'est déjà arrivé. On ne s'est jamais posé à la DZ, à la drop zone, à l'endroit où on a notre centrale d'appel. On a refuelé un petit peu partout dans tout le département et on n'a jamais quitté notre cockpit, si ce n'est pour descendre et sauver les gens. Donc, on peut être hyper réactif et il y a des moments où il faut savoir prendre le temps sur des très, très grosses interventions, sur quelque chose qui va monter en puissance.
c'est un peu important au départ de s'arrêter, de faire une pause, de regarder combien de temps ça va durer sur une énorme avalanche avec 20, 30, 40 personnes dessous. On sait qu'on va devoir monter en puissance, on sait qu'il va y avoir beaucoup de choses derrière. Alors, on va très vite, mais il est important de perdre peut-être 1 minute à 2 minutes pour déjà se mettre dans la mission et en phase intellectuelle de se dire ça va durer plus que les autres opérations, il faut qu'on s'y prépare et comment on va le faire. Donc, on part très, très vite jusqu'à la minute, 2 minutes, mais il y a des moments où il va falloir se poser un tout petit peu pour mûrir une réflexion qui sera plus grande. Alors, vous savez que cet événement, cette émission, elle est complètement internationale. Et j'en profite pour saluer Louise, qui nous salue de Montréal. Bonjour Louise. On est dans le domaine, dans le monde de la conférence, des conférenciers. Éric Blot, agent de conférencier, qui est producteur de cet événement par ailleurs. Éric, on a vu ce qui se passait avant de monter dans l'hélico. Pour un conférencier, une conférencière, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses, et bienvenue. Que se passe-t-il avant de monter sur scène? Alors, il se passe des choses, évidemment, 30 secondes avant de monter sur scène. Voilà, c'est l'échauffement, c'est gérer sa respiration, encaisser un peu la pression, le trac, hein, qui paraît-il vient avec le talent. Hein, je crois que c'est Sarah Bernard qui disait ça. Et puis, il se passe des choses bien avant. Si on remonte le temps, bah, il faut remonter jusqu'au pourquoi. Pourquoi je vais m'infliger ça? Pourquoi je vais m'infliger à monter sur scène, à me mettre un peu en danger, à prendre la parole en public? Bah, c'est forcément ce que je détecte chez pas mal de conférenciers, une sorte de dénominateur commun, c'est qu'il y a une maturité, quel que soit l'âge d'ailleurs, on n'a pas forcément la maturité tous au même âge, il y a une maturité qui donne envie de transmettre. Donc il y a une forme de générosité, et je veux transmettre, moi c'est en tout cas la sphère dans laquelle je travaille, je veux transmettre dans le monde de l'entreprise. Ce que j'ai appris dans mon univers, peut-être dans une entreprise, mais peut-être comme Éric dans un corps d'élite de la gendarmerie, ça peut aider les entreprises de mon pays ou de mon entourage. Et j'ai envie de transmettre des choses. Donc là, évidemment, on est dans cette logique d'inspiration, de faire un pas de côté, d'amener des réflexions qui peuvent vous être utiles et changer les choses dès lundi prochain grâce à l'expérience que j'ai vécue. En tout cas, je voulais te remercier, Christian, parce que c'est notre dernière émission cette année et que tu as animé toutes ces émissions cette année 2024 avec nous et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à chaque fois. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous propose sans plus attendre de regarder l'interview que vous avez enregistrée tous les deux, qui a été montée pour être très courte. Puis ensuite, on prendra toutes les questions de nos invités, de notre public. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en direct sur le chat pendant même l'interview. Et on se retrouve dans quelques secondes, dans quelques minutes. Notre mise à jour, elle commence maintenant avec Éric Mesnier. Éric est conférencier, ancien membre du PGHM, auteur du livre Secours en montagne. PGHM, vous savez, ce sont ces gendarmes, les sauveteurs, qui viennent nous récupérer sur les pistes de ski quand on s'est blessé ou qu'on a fait une grosse bêtise. Éric, bonjour. Bonjour. Alors, tu as fait partie d'un corps d'élite pendant 18 ans. Comment on accède à de telles fonctions? Est-ce que tu en rêvais dès tes débuts dans la gendarmerie ou est-ce que ce sont les circonstances qui t'ont mené à ça? Alors oui, j'en rêvais parce que j'habitais à Briançon, dans la vallée de Serre-Chevalier, que sans arrêt je voyais cet hélicoptère avec le bruit de l'Alouette 3 avec sa turbine qui passait au-dessus des têtes. Et c'est juste magique de voir des gens qui vont aller sauver d'autres personnes en montagne. Alors pas que sur les pistes de ski, mais partout au niveau de l'escalade, de la cascade de glace, de tout ce que l'on peut faire en activité montagneuse dans une crevasse. Et quand on voyait leurs exploits, bien sûr que ça fait rêver. Après, entre un rêve d'enfant et une réalité d'adulte, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices, mais ça en vaut la peine. Il y a une notion de risque qui est présente. D'abord, le risque compris ceux que tu vas secourir, et tu prends toi-même des risques pour aller les secourir. Comment on gère le risque? Alors, les gens, de temps en temps, ils n'ont pas forcément conscience du risque. Et c'est aussi pour ça que ça nous permet de rester motivés. J'ai très peu sauvé d'inconscients, des gens qui savaient exactement ce qu'ils risquaient, mais qui sont allés. Très, très peu. Par contre, des méconnaissants, ça, oui. Des gens qui avaient une vraie méconnaissance du milieu dans lequel ils allaient évoluer, de la météorologie, etc., ou qui s'étaient mal informés. Oui, beaucoup. Donc, on peut pas être jugé parti. C'est aussi une des forces de la motivation de rester concentré là-dessus parce qu'une vie humaine, elle n'a pas de prix et surtout, elle ne mérite aucun jugement.
Les risques, ils sont présents tout le temps, mais ils sont plus difficiles à gérer si on s'y est pas préparé. Alors que si on s'entraîne constamment, si on répète les missions, si on répète l'entraînement, la prise en compte, si on va tout le temps dans le milieu dans lequel on est projeté sans arrêt, si on connaît l'environnement dans lequel on va évoluer, si on est toujours à l'écoute des autres, des uns des autres, et à partir du moment où on est de permanence, on a tout un process de travail, un rituel, une routine sur le sac, la préparation, les explications, et si on a toujours un petit peu la capacité de communiquer ensemble quand on se déplace vers un objectif, finalement les risques on les maîtrise. Presque. Il y a une petite part d'inconnu, mais finalement, on les gère et les gérer, c'est déjà les préparer. Quelle est la recette du succès d'une opération de sauvetage? C'est la communication de tous les instants. C'est dès lors qu'on arrive le matin, on communique, on regarde si tout le monde va bien, où on en est, où on est l'hélicoptère, est-ce qu'il est prêt, dans combien de temps on va commencer la journée. Et puis dès qu'on a une alerte, c'est communiquer sans arrêt. Et tout ce qui s'est passé avant, physiquement, je me dois d'être au niveau, techniquement, je me dois de m'entraîner dans chaque domaine d'activité de la montagne. Et puis de l'autre côté, ben, c'est quand on a l'alerte, ben, c'est se conformer aux besoins et aux desiderata du pilote par rapport à son aérologie, par rapport au médecin, par rapport à ce qu'on va pouvoir faire, parce que il va falloir absolument qu'on optimise le temps. On a très peu de temps dans le secours, donc l'avantage c'est qu'on est une unité qui est assez petite, donc les prises de décision vont aller très très vite sur le terrain, et on a l'habitude de le faire. Et du coup, on accepte les risques parce qu'on les minimise aussi. Alors, chaque sauvetage, c'est une équipe parce que c'est un travail d'équipe, il y a de la psychologie. Comment on gère cet aspect-là? C'est une équipe de 5 personnes, de 5 collaborateurs pour presque faire déjà le lien avec le monde de l'entreprise. On a un pilote avec une expertise particulière, on a un mécanicien opérateur de bord, on a un médecin et 2 secouristes. On a tous des entités différentes, c'est ce qui fait la richesse de l'humain et de l'homme. Aujourd'hui, on a tous des émotions différentes, du stress différent, mais aujourd'hui, on va se relier autour du sens et de l'objectif commun. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, aller sauver la vie de quelqu'un, c'est le plus haut niveau du sens que l'on s'est donné. Et c'est pour ça qu'on se rallie à cette cause dès lors qu'il y a du sens. Et on accepte beaucoup de choses. En tout cas, on les contrôle, on les optimise, mais en tout cas, on est capable de les faire. Tu vis l'exceptionnel quasiment à chaque intervention, à chaque fois. Comment on peut transposer ces notions que tu viens de nous exposer dans le monde de l'entreprise où les missions sont un peu plus banales? Ouais, mais il y a quand même un engagement fort pour une entreprise. Une entreprise qui a un engagement soit financier, soit d'un nouveau marché, soit de survie aussi pour certains. Donc le parallèle, il est vite trouvé. Et puis au sein d'une entreprise, on a aussi des collaborateurs avec une expertise différente, avec lesquels on va essayer de les faire travailler ensemble vers un objectif commun. J'ai presque l'impression, quand je te décris ça, de voir déjà mon hélicoptère avec 5 personnes qui partent sur un coup de téléphone vers une mission. La grosse différence, c'est que nous, on avait 5, 6, 12 missions par jour. Donc on avait 12 capacités dans la journée à se conformer à l'environnement, à changer les stratégies, à se remettre à niveau, à se remettre en considération toute la journée, à refaire un sac, à remodeler toute la structure, à refueler, etc. Donc il y a beaucoup de logistique, beaucoup de capacités d'agilité aussi, mais c'est toujours le même process. Dès lors qu'on a une alerte, on se met rapidement en briefing. Dans ce briefing, on tire les points forts, les SWOT, pour parler au monde de l'entreprise. On va aller chercher les forces, les opportunités, les faiblesses et les menaces. Et on va essayer de trouver tout de suite la meilleure stratégie parce que le temps est notre principal concurrent sur tout. Et du coup, dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Je dirais presque que dans le monde de l'entreprise, le temps, c'est de l'argent, mais pour nous, les secouristes, le temps, c'est la vie. Alors, prendre la bonne décision au bon moment, c'est ça qui résume peut-être votre métier. Qu'est-ce qui manque aux entreprises pour qu'elles prennent la bonne décision au bon moment? Le temps de préparation, je trouve. Aujourd'hui, ils sont confrontés au quotidien à prendre une décision tout de suite maintenant, mais ils n'ont pas eu de capacité d'anticiper, d'analyser et d'essayer de créer ce laps de temps pour prendre la meilleure des décisions. Aujourd'hui, une crise, elle se prépare, elle se gère, mais si on la gère et qu'on la subit, on est plutôt spectateur et pas acteur d'une crise. On est spectateur d'un secours et pas acteur, et on peut être très bien malheureusement spectateur d'un projet, spectateur de son entreprise et plus acteur. Et aujourd'hui, le fait est qu'il manque pas mal de choses sur la préparation, qui est pas si longue que ça à mettre en place, mais c'est un protocole et un process de travail qu'il faut absolument mettre en place. Chez nous, ça fonctionne. Dans une équipe de foot, de rugby, ça fonctionne. Chez d'autres militaires, ça fonctionne. Dans des entreprises qui marchent très bien, ils sont déjà dans un cadre d'analyser le nouveau marché et ils sont déjà dans le coup d'après. Et d'être dans le coup d'après, c'est déjà anticiper la prochaine. Si on n'a pas ce temps d'anticipation et de préparation, c'est difficile. Donc, dans le monde de l'entreprise, c'est d'essayer de leur ramener une capacité de réflexion sur ce que l'on peut mettre avant l'action pour pérenniser cette action, pour que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et finalement, le terme d'agilité, il est facile à trouver.
c'est qu'une action se déroule bien parce qu'on connaît les tenants, les aboutissants, on est impliqué du début à la fin jusqu'à la prise de décision. Et finalement, l'action, elle est beaucoup plus courte, beaucoup plus souple et généralement, elle est très fluide. Eric, quelles sont les clés de compréhension de ta conférence? Les clés de la compréhension, c'est de comprendre que finalement, les équipes du secours en montagne ont les mêmes problématiques qu'une entreprise. On a une mission, on a un objectif, on a des collaborateurs, on a du matériel à gérer, on a aussi un rendement. Il faut qu'on rende compte au préfet, qu'on rende compte aussi à la capacité judiciaire pour qu'on est sorti. Est-ce qu'il y a des termes, des fautes, etc. Donc aujourd'hui, c'est les thèmes de compréhension, c'est venez récupérer un axe de prise de vue différent sur une problématique, la vôtre, une prise de décision, un enjeu vital, mais en tout cas un enjeu sûr et certain qui va vous bouleverser, dans un environnement qui peut-être est moins hostile et difficile que le nôtre, en tout cas qui est incertain dans la société actuelle. Donc l'enjeu, il est multiple, c'est d'essayer de faire une énorme métaphore entre un hélicoptère et 5 collaborateurs et votre équipe d'entreprise. Le secours comme modèle de décision. Merci Eric. Merci. Vous allez retrouver tout le profil d'Eric Mesnier sur le site lesspeakers.com. Et moi, je vous dis à très vite pour votre prochaine mise à jour. Bien, nous voilà de retour. Alors après cette interview, on va passer à d'autres questions, on va passer à vos questions quand elles vont surgir. En tout cas, Patrice te félicite Eric pour la clarté de tes propos. Clémentine nous dit interview passionnante. Bon, ça n'est pas fini. Maintenant, c'est vous qui faites l'interview. Ce sont vos questions et on va les prendre au fur et à mesure quand elles arrivent. J'aimerais avec toi, Eric, préciser deux choses. Revenir sur deux éléments que tu nous as dit. Une chose qui est très importante, pour toi en tout cas, dans ta manière d'être, et quand tu nous dis sauver des vies, c'est le plus haut niveau de sens que l'on puisse trouver. On le conçoit, on le comprend. Et là, j'ai envie de te demander, mais aujourd'hui, quel sens tu trouves dans ta vie? J'ai réfléchi à la question parce qu'on l'avait préparée et puis finalement, je vais te répondre complètement à côté. Je vais t'expliquer pourquoi. Je te donne un exemple concret. Je te parle même plus de secours en montagne, je te parle de réalité de la vie au quotidien. Ma fille est gravement malade et elle a subi une très grosse opération et elle va devoir en subir une prochaine au mois de février. Aujourd'hui, j'ai acheté une 4L, une vieille 4L, pourrie. Il faut tout refaire dessus. Mais tu sais pourquoi je l'ai achetée? C'est parce qu'on va passer du temps à la rénover. On va passer du temps en famille à rénover cette 4L avec mon père, mon beau-père, ma maman, ma femme, mon fils, ma fille, pour qu'on ait un projet commun et qu'on donne du sens à l'achat de sa 4L. Ce qu'on va en faire derrière, franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'on va la revendre? Je ne sais pas. Ma fille est déjà en train de regarder les 4L Trophy. Mais aujourd'hui, dans n'importe quelle situation, qu'elle soit banale, simple, efficace ou très, très complexe, comme dans le secours en montagne, s'il n'y a pas ce mot sens derrière, c'est de sublimer la mission que tu vas pouvoir faire aujourd'hui. Acheter une 4L, ça n'a rien à voir, j'en ai rien à fiche. La réparer, je m'en fiche. Je roule très bien avec la voiture que j'ai aujourd'hui. Je ne vois pas l'intérêt de grandir mon parc automobile. Par contre, c'est quel est le sens que je vais mettre derrière et pourquoi je l'ai fait. Et aujourd'hui, le pourquoi, il est important. Bien sûr que sauver des vies, pour moi, c'est le plus haut sens dans l'échelon. Mais aujourd'hui, en tant que manager, c'est quelle est la capacité que tu as dans ton leadership de sublimer une équipe et de donner du sens à la mission que tu vas donner. Encore plus avec cette génération-là. Et tu peux la retrouver tous les jours, dans une équipe de rugby, dans une équipe d'amateurs, dans une entreprise, aller chercher un nouveau marché. Pourquoi? Sublime-les, donne-leur envie, réunis-les et travaille ensemble travaille avec eux sur le sens que tu vas y donner. Tu vas sublimer une équipe. L'objectif, à la limite, on s'en fiche. Le chiffre d'affaires, on s'en fiche. De partir en mission et d'en faire 12 dans la journée, on s'en fiche. Par contre, ce qui est important, c'est le sens. C'est pourquoi tu le fais. Et pourquoi, dans le secours, c'était sauver des vies. Alors, continuons sur le sens avant de prendre la question d'Hervé qui est aussi très intéressante. Le sens dans les entreprises, est-ce que tu constates que finalement, c'est une recherche, qu'on en manque et que les nouvelles générations ont besoin de sens plus que d'autres éléments que tu as cités par ailleurs? Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont un petit peu dans un effet tunnel. Comme elles n'ont pas l'habitude de préparer, d'anticiper, d'essayer d'avoir un coup d'avance, avec le confinement, tout s'est accéléré. On a eu malheureusement la hausse des matières premières, on a eu un secteur qui est fermé, on a eu 2 crises de guerre pas très loin. On est dans une situation géopolitique des plus complexes.
il y avait des signes précurseurs avant et les entreprises ont tellement l'habitude de chercher de la stratégie, de la rentabilité, de finir à la fin du mois, etc., qu'on a pris l'habitude de gérer au jour le jour une problématique, une gestion humaine, une gestion de stratégie. Et par contre, aujourd'hui, elles cherchent à comprendre comment elles peuvent lever la tête de cet effet tunnel pour pouvoir regarder l'environnement et commencer à essayer d'anticiper pour plus devenir plus acteurs que spectateurs de leur crise et de leur propre entreprise. Et le fait d'avoir fait ça pendant longtemps, elles prennent beaucoup de recul et elles ont beaucoup de mal à initier un mouvement où ils vont pouvoir travailler ensemble sur de l'anticipation. Eric Blot, toi qui es agent de conférencier, quel sens ces femmes et ces hommes donnent à leur vie en franchissant ce pas qui est un pas important dans lequel on se met réellement en danger? Ils veulent changer le monde. Parfois, c'est à une toute petite échelle, sur quelque chose de très précis, même peut-être technique, mais ils veulent changer le monde. Donc, c'est souvent des gens qui ont un parcours qui leur permet ensuite d'avoir pris de la hauteur et de dire, tiens, si je raconte ça, ça va avoir un impact positif. Donc, ils veulent le changer et j'ai la chance de côtoyer que des conférenciers qui cherchent le mieux et qui ne cherchent pas à abîmer quoi que ce soit. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a du sens. Là, il y a du sens. On prend maintenant la question d'Hervé qui nous demande quel est le pire ennemi d'une mission par ordre de dangerosité? Le pire ennemi, c'est la nuit, en fait. Maintenant, on a un hélicoptère qui fonctionne très bien. On peut voler en IFR, en vol de nuit. On peut mettre des jumelles à vision nocturne. C'est super bien. Par contre, pour ce faire, nous, on perd nos repères. Même si les pilotes et les mécaniciens, ils y voient très bien, nous, par contre, on n'a pas ces jumelles où on les voit de manière pas assez lointaine. Et du coup, on n'a pas le temps de se préparer à la mission. On ne voit pas le relief. On ne sait pas où on est. Même si on nous le dit, on est à 5 minutes d'être déposé. Ça nous fait une contrainte supplémentaire. Il faut que, de manière intellectuelle, il faut qu'on anticipe et qu'on se mette dans un système 3D pour pouvoir se projeter dans cette mission, pour pouvoir accepter que ça va être dangereux. D'être treuillé de nuit, c'est compliqué. Moi, ce que je n'aimais pas dans le treuillage de nuit, c'est que comparé à la journée, ils sont obligés systématiquement, à chaque fois qu'ils ouvrent la porte, à chaque fois qu'ils te treuillent, qu'ils te descendent avec un petit filin qui fait quelques millimètres, ils sont obligés d'avoir un protocole de travail. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de se poser plein de questions. Toi, tu es à l'écoute. Et la dernière question que le pilote pose, c'est systématiquement qui coupe en cas de problème. Ça veut dire, entre le pilote et le mécanicien, qui sait qui peut actionner le bouton pour couper le câble si jamais on est bloqué par le treuillage et pour pouvoir s'extraire, pour pouvoir sauver la vie de tout l'équipage. Qui coupe le câble et qui fait tomber le secouriste. Et c'est toi qui est au bout. Donc, c'est hyper anxieux. C'est vraiment très compliqué. Ça rajoute cet environnement noir, lugubre, sans avoir de point de repère, de la neige, du soleil, une paroi, une face, les gens que tu peux déjà voir. Toi, tu descends, tu n'as visuel sur rien. Donc, ça rajoute à cette complexité. C'est pour ça que c'est intéressant. Tu vis la même situation très dangereuse, très complexe. Le lendemain, tu revis la même, mais avec la lumière autour, avec la capacité d'observer, d'analyser, d'en discuter avec tes camarades pour modifier ta stratégie. C'est beaucoup plus facile que d'être plongé dans le noir, dans l'inconnu. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, c'est l'inconnu. Parce que ça rajoute ce petit facteur où c'est vraiment très dangereux de ne pas tout connaître. Voilà. Et Hervé nous demande une précision sur le plan humain, mais tu viens de répondre parce que finalement, ça n'est que de l'humain, tout ça. Complètement. Aujourd'hui, oui, pardon, tu es arrêté sur ta vidéo, pardon. Oui, je me permets de rajouter sur l'humain. C'est comme dans une entreprise, on a des gens, des humains qui vont se réunir ensemble avec des expertises différentes. Par contre, on est tous différents, on a tous une propriété différente, on a tous des émotions différentes, on a tous des profils différents. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments, il y a des gens qui, face à une dangerosité, vont super bien réagir, donc vont être en recul. Par contre, que le groupe continue à avancer, généralement, toi, tu te remets dans le groupe et finalement, tes peurs et tes émotions, tu arrives à les dépasser beaucoup plus facilement parce que tu as cette habitude que le groupe continue d'avancer comme un rouleau compresseur. Et ça, c'est génial. Alors, Charlotte, évidemment, saisit la balle au bon et c'est normal, puisqu'on est là pour faire un parallèle avec le monde de l'entreprise et elle nous demande légitimement qu'est-ce qui est le plus grand danger dans une entreprise. Est-ce que ce sont les équipes, les managers, les dirigeants récalcitrants, le changement? Qu'est-ce que tu constates?
Je pense que c'est un peu de tout. Il y a quelques anciens qui veulent pas changer. Il y a des managers qui veulent pas manager avec cette nouvelle génération. En fait, il y a un problème de connaissance de l'autre aujourd'hui. Quand tu fais rentrer des nouveaux collaborateurs, il y a plus ce temps. Pour moi, le plus grand danger pour y répondre, c'est encore ce temps que l'on prend pas pour fédérer un groupe, pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent, qui ils sont, c'est quoi leur priorité. Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas encore compris pour beaucoup qu'il y a un message global et après, il faut personnaliser chaque message avec chaque collaborateur que l'on a si on veut créer une équipe. Et ça marche vraiment toujours très, très bien. C'est vraiment ça la problématique. En fait, dans la question, tous sont des problèmes. C'est comment on va les résoudre un par un et comment on va pouvoir les mettre autour d'un sens et fédérer cette équipe. Et qui fédérer? Qui va fédérer qui et comment on va le fédérer? Et je reviens tout de suite sur la question d'après. On est déjà dans la préparation mentale. Comment manager, diriger, motiver un groupe, faire une appartenance au groupe, fixer des objectifs à court, moyen, long terme. On est complètement dans une phase de préparation mentale dans une entreprise et on l'était complètement dans le monde du secours en montagne. Alors, on verra dans quelques instants comment on devient membre du PGHM parce qu'il y a un parcours. Éric Blot, les peurs dans les entreprises, quelles sont-elles et comment des conférencières, des conférenciers peuvent-ils y répondre? Les peurs, tu sais, elles sont assez inhérentes au poste des gens. Les gens qui sont le socle de la pyramide ont peur de perdre leur emploi si les conditions économiques se stressent et du coup même peut-être de perdre leur région, leur équilibre familial, etc. Dans le management, il y a beaucoup de peurs différentes et un des stress, c'est d'être entre le marteau et l'enclume. D'avoir du mal, de ne pas être formé pour accueillir les nouvelles générations ou les personnes issues de la diversité, de ne pas avoir les outils pour manager de manière efficace et puis d'avoir des objectifs qu'on n'arrivera jamais à atteindre. Et puis les dirigeants, c'est souvent la peur de ne pas atteindre des résultats qu'ils doivent à leurs actionnaires et puis en même temps d'avoir des managers qui ne suivent pas les consignes ou à qui il faut répéter plusieurs fois les choses. Donc en fait, moi je trouve beaucoup sur des peurs liées à un manque de communication efficace. Et quand j'ai rencontré Éric il y a quelques années et qu'on a beaucoup discuté de ce qu'il avait vécu ou ce que j'ai lu dans son livre, je me suis rendu compte à quel point la communication était essentielle. Il a des ateliers, il en parlera peut-être après sa conférence, où il fait travailler les gens en groupe. Bon, on voit bien, j'ai assisté à ça en tant qu'observateur, je voyais bien que toutes les erreurs qui étaient commises, c'était des erreurs de communication. Évidemment, il n'emmène pas les gens dans l'hélicoptère, dans la neige, dans une avalanche, mais on travaille comme si, et on voit qu'on commet instinctivement beaucoup d'erreurs, et que quand on est entraîné à ça, ça va vachement mieux quand même. Hein. C'est très, très efficace. Alors, je vous rappelle que nous sommes avec votre invité qui est Éric Mesnier, ex-membre du PGHM, auteur du livre Secours en montagne et conférencier, et qu'on est en train d'essayer de voir quels sont les parallèles entre le secours de haute montagne, le monde de l'entreprise, et qu'on en a déjà débusqué quelques-uns. Éric, comment devient-on membre du PGHM? Je rappelais en introduction que c'est un corps d'élite, le PGHM, hein, pas toi, quoique j'en sais rien, et ça ne me regarde pas, mais comment devient-on membre du PGHM? Parce que la sélection est très dure. Déjà, pour redonner un petit peu le volume, il y a à peu près 100 000 gendarmes en France. Sur les 100 000, il y a 250 spécialistes haute montagne qui font ce métier-là, gendarmes secouristes de haute montagne en PGHM. Et ces 250 spécialistes sont renouvelés chaque année entre 8 et 10 personnes. Donc, il y a 100 000 personnes qui peuvent prétendre chaque année à pouvoir intégrer 8 places. Donc, il y en a un petit peu moins parce qu'il faut déjà faire partie d'une unité montagne, dans des escadrons, dans des brigades. Il faut déjà être plutôt dans les massifs plutôt qu'à Paris pour pouvoir avoir la capacité de se préparer physiquement sur ces dénivelés, etc. Donc, ça limite un peu, mais globalement, on est 40, 50 000 à vouloir rentrer dans ces 250. Il y en a beaucoup moins de manière qui ont vraiment l'envie de se présenter. Mais c'est déjà assez compliqué. Alors après, il y a deux possibilités. Soit avant, dans votre vie civile, vous passez déjà un diplôme, aspirant guide de haute montagne, moniteur de ski. Vous allez passer votre concours de gendarmerie. Quand vous allez rentrer en école, vous montrez que vous êtes bien déjà diplômé d'État de la spécialité montagne dans le civil. Et là, à la fin de votre cursus, vous pouvez rentrer dans une unité déjà montagne
pour aller vous former à tout ce qui est secourisme et judiciaire en montagne. La deuxième, c'est ce que j'ai fait moi. Moi, je suis un pur produit gendarmerie. Alors, j'étais dans le ski quand j'étais jeune, dans les équipes jeunes, etc. Pas trop montagnard à la base, pas trop escaladeur, mais par contre, très compétiteur. Donc, quand la première fois que j'ai commencé à faire de l'escalade, on m'a dit que j'irais pas très haut. Du coup, je me suis plus entraîné que la moyenne et que finalement, j'ai réussi à passer les tests et que j'ai intégré le corps de la gendarmerie. Et après, je me suis formé en interne. C'est la gendarmerie qui m'a permis de me payer le diplôme de guide de haute montagne, de moniteur de ski. Tous ces diplômes-là qui étaient dans le civil m'ont été donnés dans le cadre de ma spécialité en PGHM. Ça prend combien de temps ce parcours avant de pouvoir partir sur ta première mission? Seul, 7 ans. Et quand on veut rentrer en unité et qu'on commence à faire du secours en second à marcher, c'est-à-dire en deuxième place après quelqu'un de titulaire, on va dire, qui serait premier à marcher en étant chef d'opération de secours, on est déjà, dès qu'on rentre en quelques mois, on peut faire des secours très rapidement. Par contre, entre le moment où on veut rentrer, s'entraîner et le moment où on va dans toute cette formation et le moment où on va pouvoir intégrer la spécialité, c'est entre 4 et 5, 6 ans. Alors, il y a aussi un parcours pour devenir conférencière ou conférencier. On peut le faire par soi-même. On peut aussi se faire aider. Il y a des formations. Quelles sont les voies? Quels sont les chemins, Eric? Oui, il y a beaucoup de choses à faire pour devenir conférencier, savoir raconter les histoires et puis savoir pourquoi on les raconte et être captivant, créer un impact. Donc, quand on veut changer le monde, on aime bien mesurer les résultats. Il y a plein de choses. Bon, je sais que avec Franck et Vincent, on a créé, là, il y a 2 ans, des petits groupes de travail en public, en commun. Donc, on a appelé ça des masterminds. Tout est basé sur l'intelligence collective. Donc, on a des gens comme Eric, et puis des gens qui sont conférenciers depuis plus longtemps, puis d'autres qui ne sont pas encore conférenciers. Et on travaille tous ensemble sur, j'allais dire, les techniques pour faire de cette activité un métier suffisamment rémunérateur pour que ça puisse devenir, pourquoi pas, le revenu principal. Donc, ça va d'affiner sa conférence, ça va de comment la délivrer, comment utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître, comment négocier avec les clients, etc. Donc, il y a, là aussi, c'est des parcours où on travaille, où on se soutient, où on échange, où on teste des choses. Les choses évoluent très, très vite dans ce milieu-là aussi. C'est sûr que les gens qui faisaient des conférences déjà il y a 20 ans, on en connaît, quelques champions olympiques, quelques grands spécialistes de la négociation, etc. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux, ils n'avaient pas les smartphones, ils n'avaient pas tout ça. Aujourd'hui, un conférencier, quand il a sorti son livre, quand il est interrogé par les journalistes, quand il a des vidéos, quand il a de belles photos, etc., évidemment, il attire beaucoup plus l'attention du marché et donc est capable de se faire repérer et de faire son métier. Donc, tu vois, ça passe par ça. Il y a une partie marketing qui est importante également. Je ferais presque le parallèle avec ce que je te disais tout à l'heure dans le monde de l'entreprise, et c'est aussi ça d'être entouré à côté. C'est qu'à un moment donné, quand tu es conférencier seul, pour tes conférences, tu l'as fait, c'est très difficile de débriefer tout seul. Donc, tu es aussi, toi aussi, dans un effet tunnel. Et d'avoir des gens qui vont t'aider à faire ton propre débriefing, à t'amener des phases d'introspection, de compréhension, des phases de questionnement que tu n'avais pas eu tout seul, et qui te dit, tiens, tu pourrais passer un cap si tu avais un teaser, si tu avais une plaquette. Ça permet de professionnaliser tes conférences, de les rendre beaucoup plus impactantes, plus fluides, plus marquantes, et en même temps de travailler sur la capacité que tu as de véhiculer cette image. Et de rester seul, c'est peut-être être dans un effet tunnel aussi. Et ça nous permet de brainstormer, de réagir, de faire notre rétexte, notre retour d'expérience ensemble. Et ça, c'est fabuleux. Alors, puisqu'on en est dans l'analyse de l'action, tu parlais tout à l'heure dans la première partie de l'interview d'un outil que vous utilisez qui est la SWOT Analysis. C'est un terme anglais qui veut dire Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, c'est-à-dire les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Comment vous utilisez cet outil ? À chaque fois qu'on a une intervention, on sait où on va. On prend l'altitude, on prend la nivologie, on prend l'aérologie pour savoir si l'hélicoptère peut se poser. Parce que nous, nos contraintes, c'est qu'on va prendre un hélicoptère qui est techniquement pas trop fait pour voler, qui le fait très bien, mais c'est compliqué de le mettre en stationnaire avec du poids et du vent qui tourne autour, surtout en montagne. Donc, on a déjà des menaces, ça c'est sûr et certain.
Après, quand on va être posé sur place, il va falloir qu'on gère aussi l'environnement, les chutes de pierre, les cailloux, etc. Et puis après, la gravité de la situation sur place, avec qui c'est qu'on va chercher, c'est quoi le bilan qu'elle a, et après, avec qui on travaille. Peut-être qu'on a un super médecin qui est plus anesthésiste qu'urgentiste, qui est doué, mais du coup, ça va nous aider à plutôt travailler sur certains produits. Donc, on a une opportunité de travailler avec cette partie-là. On a peut-être quelqu'un qui est plutôt spécialiste, ultra spécialisé dans la cascade de glace. Ça tombe bien aujourd'hui, on a de la cascade de glace, donc on va se servir de la compétence de quelqu'un. Et encore une fois, on va faire notre SWOT systématiquement ensemble. On va déterminer où on va. Chaque collaborateur va pouvoir dire « je peux pas, je connais le milieu » de manière très rapide, ce qui va pouvoir permettre de tout de suite trouver la bonne stratégie. Souvent, dans les entreprises, on a tendance à poser la question à quelqu'un « est-ce que tu peux faire ça ?» Et les gens répondent « non, je ne peux pas ». Les gens ont souvent tendance à confondre « je peux » et « je veux ». Quand un pilote d'hélicoptère te dit « je ne peux pas me poser là », c'est qu'il ne peut pas. C'est pas qu'il n'a pas envie, c'est qu'il ne peut pas. Quand un médecin te dit exactement « je ne peux pas intuber sur place, il faut qu'on parte », il faut que tu crées la stratégie pour partir tout de suite. Parce que c'est pas il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Et quand tu as des collaborateurs comme nous qui disent « je ne peux pas sécuriser, je ne veux pas le médecin parce que c'est trop dangereux », on suit les consignes de la personne qui est sur place, qui est en relation directe avec ce qui se passe. Donc, on a tout le temps cette force, cette opportunité, ces faiblesses, ces menaces systématiques et on va pouvoir jouer avec. On est posé, tout se passe bien. Et finalement, il y a des chutes de pierre qui arrivent. Il va falloir qu'on soit agile et qu'on gère ces nouvelles menaces en travaillant soit avec nos opportunités, soit avec nos forces. Mais ensemble, c'est ce qui fait toute la différence. C'est qu'aujourd'hui, on connaît les forces et les faiblesses de chacun, de manière technique et humaine aussi. Et derrière, c'est ce qui nous permet d'être efficace et performant. Et l'analyse se fait en temps réel puisque vous êtes toujours dans l'urgence. Complètement. Il y a Ariane qui nous suit depuis la Belgique. Ils disent « je sais pas ». Je sais pas. Je sais pas, ça veut dire « je peux pas » en belge. Eh bien, je sais pas si oui, c'est pas pareil, oui. Oui. Ben c'est la même chose aujourd'hui quand tu as un expert très, très compétent dans son domaine qui dit « je ne sais pas faire ça ». C'est qu'il ne sait pas le faire. Et surtout qu'il y a un vrai danger à le pousser à aller faire ce qu'il ne maîtrise pas. Ça va mettre en danger l'équipe, ça va mettre en danger la personne qu'on va chercher. Là, c'est du vital, c'est dangereux. Mais t'imagines dans un monde entrepreneurial, si on ne sait pas faire quelque chose et qu'on veut quand même le faire, on risque peut-être de couler la boîte, on risque de péter le chiffre d'affaires. Il y a toute cette mort aussi lancinante pour une entreprise autant que la nôtre. Voilà, Ariane, Eric peut très bien dire aujourd'hui « je sais vous répondre ». Et ça, c'est du belge dans le texte. Alors, on parle de l'urgence. Il y a beaucoup d'urgence dans l'entreprise. Toi, tu ne travaillais que dans l'urgence. Comment on peut gérer l'urgence dans une entreprise pour pas prendre des décisions trop rapides, trop radicales, trop tôt? Il y a un manque de préparation, je trouve, aujourd'hui. Alors, c'est peut-être le temps, c'est peut-être la société, c'est peut-être la pression, c'est peut-être on est rentré dans quelque chose. Moi, aujourd'hui, j'anticipe. J'anticipe énormément. Je prends beaucoup de temps à préparer. Je suis chef d'entreprise aujourd'hui. Je regarde mes concurrents, je regarde les courbes des matières premières, je regarde où j'en suis dans ma collection, dans mes prospects, dans mes clients. Je regarde tout ça exactement comme je regardais mon sac de secours, exactement comme je préparais le jour où il y avait beaucoup de neige, mon sac avalanche, mon DVA, détecteur de victimes d'avalanche. Si je veux maîtriser une crise, il faut que je sois prêt à la recevoir. Il faut que je sache déjà d'avoir des plans A, des plans B et des plans C dans ce que je vais faire. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, s'il part de chez lui et qu'il arrive dans son entreprise avec la main devant les yeux, qui se pose en disant « j'espère que tout va bien se passer », il va subir toute la journée. Par contre, quand il se lève le matin, il fait « ok, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ?» Parce que c'est sûr et certain, aujourd'hui, il va y avoir plein de micro-crises. Et aujourd'hui, on est dans une société où il faut arrêter de se demander qui sera la prochaine société hackée, piratée, qui va y avoir des problèmes de trésorerie, mais quand est-ce que la mienne, elle va subir ça? Et commencer à s'y préparer aujourd'hui. C'est toute la différence. La gestion de crise, déjà au départ, c'est de s'y préparer, d'anticiper, d'analyser toutes les problématiques qui peuvent vous arriver sur le coin de la figure. Bien évidemment qu'en plein hiver, je ne vais pas faire une chute en pleine escalade avec 40 degrés. Je ne vais pas aller faire du canyon parce que dans les Alpes, ça ne sera pas possible. Donc, je vais réduire certaines problématiques, mais je vais me concentrer sur les autres. La neige, la nivologie, etc. C'est la même chose dans une entreprise. Il y a des phases où il va falloir commencer à préparer et anticiper. Alors, voilà un sujet sur lequel on devait arriver de toute façon tôt ou tard, et on y est de plein pied avec Hervé qui nous dit ça ressemble à de la gestion de conflit, tout ça. Comment est gérée l'autorité? Est-ce qu'elle est répartie? Qui est le chef dans une mission? On va parler d'autorité, de management et de leadership. Alors, d'abord, qui commande dans l'hélico? Qui commande dans la mission? Et est-ce que ça peut être fluctuant?
Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'aime poser cette question. À un moment donné, j'aime beaucoup le partage au niveau des conférences que je fais. J'aime beaucoup leur demander à ce moment-là, je leur présente un film et après, je leur demande, OK, il y a forcément un responsable. Parce que quand tout se passe bien, c'est chouette. Par contre, il faut aussi avoir la part de responsabilité de comprendre que quand ça ne fonctionne pas, on va aller chercher le responsable d'opération de secours. Donc, forcément, il y a un leader désigné. Voilà, c'est le terme, c'est le leader, le manager, le leader désigné pour cette opération de secours. Et bien, quoi qu'on en dise, c'est pas le pilote, c'est pas le mécanicien, c'est pas le médecin, ce sont pas les personnes qui ont le plus d'expertise dans leur domaine, avec le plus de compétences et de bagages et d'années d'études, mais c'est un des deux secouristes c'est le plus vieux des deux secouristes qui est à l'arrière de la machine. Pourquoi? C'est le seul qui reste tout le temps sur place. L'hélicoptère, souvent, il nous dépose et il s'en va. Comment veux-tu être leader d'une équipe sans avoir un visuel et répondre des actes de ton équipe si tu n'es pas sur place? Tu es tout le temps les mains dedans, mais tu peux aussi prendre le temps de te dégager pour regarder visuellement tout ce qu'il y a et prendre en compte l'environnement. Les chutes de pierre, l'aérologie, la météo, prendre un petit moment pour passer ton message à la radio, pour rappeler l'hélicoptère, pour demander s'il n'y a pas un autre secours derrière. Le médecin, quand il est sur place avec la victime, il ne peut plus faire ça. Il est dans un effet de tunnel et c'est ce qu'on demande. Et aujourd'hui, un leader doit être la personne qui a le plus de recul sur une action et sur l'équipe et le plus grand angle de prise de vue pour prendre tout l'environnement en compte à l'heure actuelle sur cette partie-là. Donc oui, le chef existe. Oui, c'était moi. Par contre, dans l'intelligence collective, on sait aussi à un moment donné qu'on va se filer la balle, comme au rugby. Il y a la personne qui va diriger, qui est le capitaine. Par contre, quand on va transporter quelqu'un en hélicoptère, eh ben, le vrai patron du transport, le vrai leader à ce moment-là, c'est le pilote d'hélicoptère. Au moment où on va treuiller, on va se poser, il y a un responsable sur la sécurisation de tout ça, c'est le mécanicien. Et quand on est sur place, on va se mettre à la disposition du médecin. C'est lui qui va nous dire, il faut aller vite, il ne faut pas aller vite, on ne peut pas le brusquer, le pousser, on peut lui donner des consignes parce qu'il y a d'autres secours. Mais aujourd'hui, je pense que la capacité de manager, c'est aussi ce que les entreprises aiment beaucoup, parler de manager situationnel. Il faut savoir déléguer, participer, démontrer et à la fin, au bon moment, redevenir directif. C'est peut-être ça le secret du leader, en tout cas de la capacité de le faire. Donc, ça s'appelle du leadership. On va piocher dans sa bibliothèque pour pouvoir être bon en leader. Quand tu nous parles de tout ça, les choses ont l'air vachement claires, mais dans les entreprises, elles le sont peut-être un peu moins. On sait bien qu'il y a un malaise au niveau du middle management dans les entreprises. À quoi est-il dû d'après toi et comment on peut essayer d'y remédier? C'est vraiment une prise de conscience et une répétition. Si aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe, et c'est en ça que être conférencier, c'est intéressant, c'est de venir mettre une petite graine avec un angle de vue différent, mais avec exactement les mêmes problématiques. Ça veut dire aujourd'hui que moi, dans le secourisme, de haute montagne, je devais manager une équipe et j'ai déjà des réflexions. Faites venir un autre conférencier sur un autre thème avec une autre équipe, mais il va vous parler des mêmes problématiques et de ses réponses à lui. À un moment donné, c'est de pouvoir, dans une équipe, dans une entreprise, de pouvoir lever la tête. Et ce que tu disais tout à l'heure, on en parlait un petit peu en aparté, une bonne conférence dans une entreprise, quand ils sont 15-20 plutôt que 1000 dans un amphi, c'est intéressant parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est toujours sur son téléphone, sur son ordinateur. Comment je vais faire mon challenge, c'est comment je vais faire pour qu'il baisse l'ordinateur et qu'enfin il m'écoute. Parce que sa problématique, j'ai déjà sa réponse. Mais s'il ne m'écoute pas, il continue à être dans le déni, il continue à ne pas avancer, il continue à rester dans ce qu'il sait faire qui ne marche pas en fait. Aujourd'hui, on va continuer à faire c'est la définition de la folie d'Albert Einstein, faire 99 fois le même problème en espérant une solution différente. Donc aujourd'hui, on est là pour amener une plus-value sur la somme et les additions et leur prouver que le produit peut être différent derrière. Il y a un point, moi, que j'ai constaté. J'ai une anecdote, je ne peux pas m'empêcher de la raconter, mais un jour, on décide d'aller faire du ski ensemble avec Eric et je lui demande de m'apprendre à faire du carving, là, parce que moi, je skie comme un Parisien, évidemment. Et donc, il m'emmène sur les pistes. La première fois qu'on va skier ensemble, évidemment, à ce moment-là, il y a un accident, il y a quelqu'un qui est sorti de la piste, qui est vraiment en mauvais état. Les secours ont déjà été lancés, il y a des gars de la station qui sont là. Il arrive, il prend les commandes, il fait atterrir l'hélicoptère, etc. Enfin bon. Donc, bref, il m'embarque. Moi, je dois retenir les skieurs qui dévalent pour que l'hélicoptère… Bon. En fait, en réalité, là, il a reconstitué une équipe avec des gens qu'il ne connaissait pas. Il est passé en mode commandement. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est ça qui se passe en entreprise.
On a un nouveau projet. Il y a un chef qui a été nommé chef parce que c'est comme ça, dans l'entreprise, il a cette posture, et il passe en mode commandement. Quand tu regardes les gendarmes, quand ils interviennent, qui sont 5 dans l'hélico, mais qui sont je ne sais pas combien dans le peloton, en fait, eux, ils passent beaucoup de temps à s'entraîner. Ils font des gammes. D'accord ? C'est pas des musiciens qui viennent taper un bœuf, quoi. Tu vois, ils ont joué ensemble, ils font des gammes, ils font de l'entraînement sportif, ils apprennent, ils font les sacs à dos, les sacs avec les trucs, ils savent exactement où est tel truc parce qu'ils n'arrêtent pas de jouer avec. En entreprise, on ne fait pas ça. En entreprise, on est en production. On n'est jamais en répétition, on n'est jamais en train de consolider des savoir-faire, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Ça, pour moi, c'est la grande différence. Je rebondis avec ce que dit, pardon, Eric, et c'est exactement ça, et on l'a vécu ensemble. Pour autant, en même temps, tu vas discuter. Alors, c'était bien parce que je connaissais le pilote, le médecin, je connaissais. Donc, c'est plus facile après de revenir et de refaire prendre une mayonnaise. Et puis, à côté, tu écoutes aussi les gens. Le pisteur, il ne s'est pas quitté, tu vas le rassurer, tu vas lui dire, tu t'improvises pas et tu ne te poses pas en tant que leader là tout de suite. C'est moi le chef, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Non, il y a cette part aussi de voilà, je suis là parce que voilà, je peux vous aider à faire ça. Ça prend tout son sens. En même temps, tout ce qu'il a dit, je répondrai à Eberhard en même temps, parce que voilà. On est exactement dans ce qu'il vient de dire. L'imprévu, il peut arriver, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est la phase de répétition. Aujourd'hui, en secours, comme dans une entreprise, si on a mis des process en place, si on s'est entraîné à tout ce qui peut se passer, les conflits, les retards, un camion qui brûle, la hausse des matières premières, si on a tout anticipé, qu'on a fait un peu des plans A, des plans B, on a une bibliothèque à emmerde. On a une bibliothèque de toutes les crises qu'on va pouvoir raconter et récupérer. Plus on a travaillé, plus on sait d'où l'on vient et on sait où l'on va, plus on a travaillé en amont pour un objectif, plus la part de l'inconnu au milieu est acceptable, plus elle est petite. Par contre, si j'ai rien anticipé, j'ai rien préparé, je n'ai pas essayé de chercher les futurs problèmes qui vont arriver, on a le gouvernement, on a des taxes, on a des impôts qui vont peut-être changer demain, commençons déjà à nous y préparer, à regarder ce qui peut arriver pour pas être surpris au dernier moment et sortir un gros chèque à la fin dans une entreprise avec les TVA, les charges, etc. Commençons déjà maintenant aujourd'hui à créer nos propres procédures et à anticiper cette partie-là pour pas être surpris. Il va y avoir un imprévu, c'est sûr et certain. Mais par contre, si j'ai un petit peu anticipé derrière, je vais encore une fois rester un peu acteur de cet imprévu plutôt que spectateur. Et ça, c'est la définition de la gestion de crise en priorité. On va ouvrir maintenant le… Oui. Pardon, pour continuer à discuter avec Eberhard, ce n'est pas que de la préparation mentale, c'est aussi de la préparation physique, mais aussi de la préparation intellectuelle, technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on voit les entreprises, il y a celles qui subissent, et puis il y a celles qui ont déjà pris possession de ce nouvel outil et qui ont déjà mesuré des effets positifs ou négatifs d'ailleurs, mais en tout cas, ils avancent. Donc, il y a aussi je trouve qu'il y a aussi dans la préparation du gendarme, en tout cas d'un peloton, avec des gens qui ne se ressemblent pas. Hein. Dans l'hélico, on est d'accord, hein, on a quand même 3 grandes catégories sur 5 personnes. Les gens ne se ressemblent pas, mais ils ont appris à travailler ensemble et ce n'est pas que de la préparation mentale. Hein. C'est aussi… quand je fais ça, je dis ça, tu fais ça, on est OK, ouais, OK, le oui, c'est comme ça, le non, c'est comme ça, etc. C'est vachement puissant. Et en réalité, pourtant, il n'y a pas de sauvetage, enfin, quand je lis ton bouquin, il n'y a pas de sauvetage qui se ressemble. Donc, on est quand même dans l'imprévu permanent, parfois du suraccident, parfois des situations qui se dégradent, la météo qui arrive et tout. Mais en fait, on a tellement appris à jouer ensemble, un peu comme une équipe de hand, hein. On a tellement appris à jouer ensemble qu'à un moment donné, ça devient fluide. Hein. Créer des réflexes. Et franchement, c'est ce qu'on leur demande, hein, parce que sinon, on ne nous sauve pas. Hein. On est d'accord. Hein. Je redirais même que ce qui manque peut-être aussi à l'entreprise, c'est quand on a fini une mission, c'est de se réunir et de débriefer cette mission pour savoir ce qui a marché. C'est bien, on va pouvoir le rentrer dans un protocole de réussite, de travail, et ce qui n'a beaucoup moins fonctionné et comment on peut l'optimiser. Parce que c'est déjà d'anticiper le coup d'après, c'est déjà anticiper la crise d'après, la problématique qui va arriver. Si j'ai 2 minutes, je peux juste raconter une anecdote pour Eberhard. On va faire très court. On est début décembre 2007-2008. On se retrouve, on prend la permanence le lundi matin. On prend la permanence du lundi au lundi avec la police. On s'échange, on fait une permanence en garde alternée sur le secours dans le département de l'Isère. Et je prends mon café, les 7 heures du matin. On est début décembre. Il a à peu près neigé plus de 50-60 cm à plus de 1500 mètres d'altitude. Et là, on se dit, j'ai ma tasse de café, c'est tout blanc partout, j'ai 20 cm en bas à côté de Grenoble, j'ai plus de 60 cm à 1500 mètres. Je me dis, là, il faut que je fasse quelque chose. J'ai 2 solutions. Soit j'arrive à 8h30 au PG, comme ça m'est demandé, et je ferai mon sac après.
Soit je sais pertinemment que les gens vont sortir aujourd'hui et il va y avoir des gens qui vont se faire prendre dans les avalanches parce qu'il n'y a pas de sous-couche, etc. Et là, ce n'est pas de la préparation mentale. Voilà, c'est là où je veux en venir. Du coup, qu'est-ce que je fais? À 7h45, je suis au PG, je fais mon sac, je commence à reprendre le sac global de secours pour du collectif. Et là, quelle ne fut pas ma surprise? Non, je rigole. Je le savais très bien. J'ai mes collègues qui arrivent. On se refait du coup vite fait un petit exercice entre nous parce que c'est la première neige de l'année. On change les piles de notre détecteur de victimes d'avalanche. On se refait une prise en charge des victimes avalanchées. On se fait vite fait une petite recherche. On regarde si tout va bien. À 8h45, on boit le café. À 9h02, 3 personnes se font prendre dans une avalanche et on est appelé sur le lieu d'emploi. Ce n'est pas une préparation mentale, c'était une préparation logistique, matérielle et une mise en route de ce qui peut arriver. On s'est préparé à ce que ça arrive. On ne savait pas que ça allait arriver. Si ça se trouve, il ne s'était rien passé. Mais là, ce n'est plus de la préparation mentale. C'est de l'anticipation. Et c'est ce que l'on va essayer de faire, de l'anticipation avec toi, sur le dernier chapitre que l'on va ouvrir, puisqu'on va bientôt devoir vous quitter. Mise en garde dans mise à jour. Je vais te demander, Eric, de nous faire 2 mises en garde. La première mise en garde, avant d'aller en montagne cet hiver. Quelle mise en garde tu peux nous faire? La montagne, c'est un espace de liberté, c'est chouette. Mais par contre, c'est aussi un domaine sportif, entre du ski de fond, du ski alpin. Tout a un peu évolué. Préparez-vous déjà physiquement pour éviter les blessures. N'en faites pas trop, restez à votre place. Si vous n'avez pas skié depuis un an, et même moi qui skie quand même pas trop mal, je pense, je reprends des gammes sur des pistes bleues, des pistes rouges pendant quelques heures avant de recommencer à aller ailleurs, parce qu'il faut reconnecter son cerveau, cette compétence inconsciente, et que c'est important de le faire. La deuxième, c'est prenez systématiquement contact avec des professionnels si vous voulez aller en dehors des pistes, faire du ski de randonnée, du ski hors piste. Vous ne connaissez pas ce milieu, vous avez une méconnaissance, vous ne pouvez pas lire ce milieu comme on peut lire dans une ville les us et les coutumes des gens qui passent avec les trottinettes. Chaque domaine a un domaine de prédilection avec ses us et ses coutumes. Par contre, celui de la montagne, il pardonne rarement. Donc, prenez quelqu'un, anticipez. Si vous voulez sortir, prenez les conditions météo, nivologiques, prenez les affaires, l'encadrement, la logistique, la pelle, la sonde, l'arba. Vous pouvez vous faire plaisir, mais encadrez-vous pour le faire parce que le meilleur moyen de se faire plaisir, c'est de se faire plaisir sur toute une vie et pas de s'arrêter à 40 ou 30 ou 20. Deuxième mise en garde, rapidement. Quelle mise en garde avant de démarrer un projet en entreprise? Il y a beaucoup de choses. Déjà, si c'est un projet qui te plaît. Dans une entreprise aussi, il faut beaucoup avoir cette notion de plaisir aujourd'hui parce que tu sais que quand tu vas entreprendre quelque chose, tu vas passer beaucoup de temps. Tu vas faire beaucoup de sacrifices. Tu es chef d'entreprise demain. Il y a des moments où tu ne vas pas te payer. Il y a des moments où ça va être la crise. Il y a des moments où tu vas être à flux tendu. Il faut qu'il y ait cette notion de plaisir derrière pour que tu puisses durer et perdurer. Après, il faut tout analyser. Est-ce que ton produit, il est bien placé? Moi, j'ai restructuré la boîte dans laquelle je suis et j'ai repris juste les fondamentaux, la règle des 4 P. Le produit, le prix, le plug and play derrière. Il faut que chaque chose, chaque P soit connu et que tu puisses avoir une capacité de le traiter et de le gérer et que tu puisses le développer avec le plaisir. Du coup, ça serait la règle des 5 P avec le plaisir. Si tu respectes ça, tu vas te faire plaisir, tu vas connaître des coups de mou, tu vas connaître des crises, mais par contre, tu te lèveras tous les matins avec le plaisir, avec l'envie d'aller te battre pour continuer d'avancer. Et ça, c'est juste top. Merci à toi, Eric, pour tout le sens que tu donnes dans ce que tu nous racontes et pour le plaisir qu'on a à te côtoyer, qui est toujours le même. Eric Blot, un dernier mot, parce que mise à jour, c'est fini pour cette année, mais ça redémarre en janvier. Ouais, j'ai 2 choses à vous dire. C'est si vous n'avez pas fini les cadeaux de Noël, il faut vous offrir ou offrir à vos amis le livre d'Eric. J'ai remis le titre là. Alors, c'est son pseudo que j'utilise parce que c'est son ordinateur qui nous le transmet aujourd'hui. Mais donc, c'est pas lui qui fait de l'autopromo. Mais franchement, je vous assure, c'est un livre d'aventure. C'est 10 histoires, hein, c'est ça, 10 ou 12. 10 histoires passionnantes qui se lisent comme ça. C'est génial. Enfin, vraiment, ça fait plaisir. C'est un très joli cadeau. Et puis, l'année prochaine, on se rejoint le 15 janvier à 13h. Et on sera avec Juliette Hazard, que connaît Eric d'ailleurs, qui est médecin. C'est une spécialiste en addictologie. Comme ça, elle vous permettra d'arrêter de bouffer du chocolat. Pas sûr. Elle a sorti un bouquin également. Elle a sorti un livre le mois dernier sur Mon ado est accro aux écrans. Et en fait, sa conférence traite de ce sujet-là en entreprise avec la génération Z.
quand on embauche des jeunes qui sont vraiment accros aux réseaux sociaux, comment on peut gérer, sans crisper, en gardant des bonnes relations et en ayant un climat favorable dans l'entreprise. Donc, c'est un sujet qui est assez passionnant et sur lequel on apprend beaucoup de choses. Et là aussi, on découvre que tout est possible. Donc, on se revoit après les fêtes. Donc, on vous souhaite évidemment de très, très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, si vous avez besoin d'un conférencier comme Eric et puis d'un journaliste comme Christian, vous savez où me joindre. Je suis à votre disposition pour organiser des agendas. Et puis, n'abusez pas trop, mais profitez bien de vos familles et de vos amis. Bonne fête. Have fun and take care. Bonne fête à tous. Bye bye. Est-ce que c'est toi qui arrêtes l'enregistrement, Christian? Ah non, je ne l'ai pas démarré. Tu ne l'as pas démarré? Bon, alors, il s'est... Ah ouais, j'ai... Alors, il s'est démarré tout seul. Comme ça, je mettrai le replay pour... notamment pour nous et pour les autres aussi. Non, ça, c'est terminé l'événement. Non, c'est pas ça.